En 2011, Daryl Bem, psychologue à Cornell University, publie dans un journal scientifique de psychologie une étude stupéfiante. Son article affirme que les humains sont capables de sentir le futur. Cette conclusion s'appuie sur une expérience scientifique sur la capacité d'humains à prédire un événement qui semble fondamentalement imprévisible. Avec une p-value à 1%, Bem semblait avoir prouvé scientifiquement l'existence de la prémonition de manière statistiquement significative. Les semaines qui suivirent, Bem apparut dans toutes sortes de médias grand public qui titrèrent en gros des choses comme « Les sciences ont prouvé la faculté de prémonition des humains ». Bon, en fait, la découverte de Bem est plus cocasse que ça. Alors qu'il n'a observé aucun effet statistiquement significatif pour la prémonition en général, il l'a montré quand les sujets sont motivés par un érotisme futur. Autrement dit, Bem affirme avoir montré que quand il s'agit de cul, les humains sont très bons pour voir le futur. Ou pour reprendre les mots de Stephen Colbert, Bem a mis en évidence le voyage temporel de la pornographie. Sauf que, bon, on est là très loin d'un consensus scientifique de la psychologie. La grande majorité des psychologues est en fait extrêmement sceptique vis-à-vis de la trouvaille de Bem. Certains crient même au scandale. Ils n'hésitent pas à sortir les grands mots. Bem serait un pseudo-scientifique et le journal de psychologie n'aurait fait que se couvrir de ridicule en publiant son travail. Pourtant, la méthodologie de Bem est ultra classique. Qui plus est, elle est parfaitement détaillée dans son article, qui partage également le logiciel pour qu'il soit réutilisé et pour faciliter autant que possible la réplication de son expérience. Cette expérience est un test randomisé contrôlé en double aveugle. Les sujets s'assoient devant un ordinateur qui affiche deux rideaux. On demande alors au sujet de pressentir derrière lequel des deux rideaux se trouve une image et après le clic du sujet, l'ordinateur choisit au hasard l'un des deux rideaux et il met une image derrière ce rideau. Puis il révèle ce que cachent les rideaux. L'expérience consiste à tester la prémonition pour des images érotiques, donc Bem s'appuie sur les images neutres pour disposer d'un groupe contrôle. Et en effet, comme attendu, pour les images neutres, les sujets prédisent avec justesse le bon rideau 49,6% du temps, soit quasiment 50%. Cependant, quand les images cachées derrière le rideau sont des images érotiques, de façon stupéfiante, le taux de succès des sujets passe tout à coup à 53%, ce qui est plus que le 50% attendu. Mais est-ce que c'est suffisamment plus que 50% pour qu'on puisse conclure à l'existence d'un effet? Pour répondre à cette question, Bem propose d'utiliser l'approche statistique on ne peut plus standard. Il effectue un test statistique d'hypothèse par p-value, un t-test pour être précis, même si ça ne change en fait pas grand-chose. Il obtient via cette méthode une p-value à 1%. Cette quantité est inférieure au standard usuel des sciences qui est à 5%. On peut donc conclure en rejetant l'hypothèse d'absence d'effet. En appliquant la méthode scientifique par p-value, Bem conclut naturellement que la prémonition pornographique des humains est statistiquement significative. Autrement dit, il tient là une preuve scientifique de la prémonition pornographique. Et j'en profite pour ajouter au passage que l'article de Bem rapporte en fait 8 autres expériences similaires, eux aussi avec des rejets statistiquement significatifs de l'absence de prémonition dans certaines configurations. Et surtout, Bem discute attentionnément dans son article de nombreux aspects importants de ce genre d'analyse, comme le biais de sélection, notamment par le p-hacking, ainsi que la tension potentielle entre la conclusion empirique et des arguments théoriques issus de la physique. Bref, l'article de Bem est scientifiquement ultra classique. Je dirais même qu'il est bien plus rigoureux que la majorité des articles scientifiques publiés. Bem semble avoir parfaitement appliqué la méthode scientifique dans sa mesure du possible. Et du coup, si j'étais à la place des éditeurs et des reviewers du journal de psychologie, je serais très embêté. Bem semble avoir fait tout ce qu'on attend d'un chercheur. Certes, la conclusion de ses études va à l'encontre du consensus scientifique, mais est-ce là vraiment une raison de rejeter son article? Et si on le rejette, est-ce à dire que l'on peut systématiquement rejeter les articles qui soulèvent des bizarreries rejetées par la communauté scientifique? Je vous pose ces questions parce que c'est si facile de moquer la psychologie ou les éditeurs du journal. Mais c'est un vrai dilemme non trivial qui se posait à eux. Et personnellement, je ne suis pas malheureux de ne pas avoir eu mon mot à dire. Ok, ça c'était une étude, mais pour qu'un résultat soit vraiment convaincant, il faut des réplications. Et ça, Bem l'a bien compris. C'est pour ça que son article encourage énormément la réplication de son expérience en rendant notamment accessible le code source de l'algorithme qu'il a utilisé. Et effectivement, son expérience a été répliquée dans 90 expériences par 33 groupes de recherche dans 14 pays différents. Certains ont détecté un effet significatif, mais d'autres non.
Pour faire le point sur l'ensemble des réplications de cette expérience, Bem et 3 collègues à lui ont suivi l'approche ultra classique des sciences, ils ont effectué une méta-analyse. Et les conclusions de la méta-analyse sont statistiquement ultra significatives, avec une p-value dite à 6 sigma, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance moins 10, la méta-analyse conclut en l'existence d'une prémonition pornographique. En particulier, quiconque qui confondrait la p-value des données et les crédences des théories, comme c'est le cas de tant de scientifiques, et je vous renvoie notamment vers l'épisode 9 pour en savoir plus, une telle personne serait amenée à conclure qu'il est sûr à 99,999999999% que la prémonition pornographique existe. Et du coup, j'espère que cet exemple vous permet vraiment de questionner l'interprétation adéquate de la p-value. Non, de façon générale, la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Oui, parce que malgré toute la rigueur des protocoles expérimentaux proposés par les chercheurs, il y a de quoi mettre des bémols à l'expérience et à la méta-analyse. En particulier, même si le protocole semble possiblement plus ficelé encore que la plupart des expériences de psychologie, il reste difficile de vraiment éliminer tout biais expérimental. Par exemple, il se pourrait qu'il y ait un bug toutes les 100 expériences qui fasse qu'une erreur du sujet ne soit pas comptabilisée et doit être refaite, ou que l'expérimentateur trouve une raison d'exclure tel ou tel sujet de l'expérience. Ces tout petits biais potentiels sont a priori très peu perceptibles, mais sur des très grands échantillons, ils peuvent conduire à des effets statistiquement significatifs. Autre problème potentiel, le fameux biais de sélection. Il est possible que les chercheurs soient davantage motivés à communiquer un résultat positif que négatif, si bien que sur 2 résultats négatifs, seulement un des 2 est rapporté. Ce biais de sélection, qui est ici sous la forme d'un biais de publication, peut être un effet qui, sur de très grands échantillons, devient statistiquement significatif. En particulier, il est bon de noter que si les chercheurs ne se motivent qu'à communiquer les résultats qui rejettent l'expérience du paranormal, alors 100% des résultats publiés rejetteront l'absence de paranormal. Et de façon plus générale, lorsque seuls les rejets de théories vraies sont publiés, comme c'est le cas par exemple lorsqu'on ne cherche à rejeter que des théories vraies, la méthode scientifique conduira à 100% de publications scientifiques fausses. Bref, il y a des bémols à mettre à ces publications. Néanmoins, tous ces bémols sont discutés dans les publications de Bem, que ce soit la publication initiale ou la méta-analyse. Le travail de Bem semble parfaitement au standard de la méthode scientifique. En tout cas, selon les critères de la plupart des versions habituellement présentées de la méthode scientifique, le travail de Bem ne semble vraiment pas moins valide qu'une publication usuelle, et même qu'une publication un peu solide, disons, en psychologie. Bem semble avoir mieux suivi les principes préconisés par les sciences que beaucoup d'autres publications scientifiques. Et ça devrait vraiment vous faire réfléchir. D'autant que ces expériences de parapsychologie ne sont pas les seules à être passées par le cycle expérience randomisée contrôlée en double aveugle, test statistique par p-value, méta-analyse. On peut citer notamment les expériences dites Ganzfeld qui, en 2010 notamment, ont été le cœur de débats houleux sur le degré de validité des méta-analyses. Et histoire de vous pousser davantage à réfléchir à la validité de la méthode scientifique et des méta-analyses, je vous invite à écouter cet extrait de l'excellent podcast Rationally Speaking. One of the things that defenders of parapsychology, including Bem, point out is that, the quality of this research is about the same as sort of run-of-the-mill research in psychology. And if these kind of results were presented about a more, non-controversial topic in psychology, people would simply move on and accept the results and so on and so forth. Mm-hmm. Well, I think that a reasonable counter-objection to that is, well, too bad for a lot of psychology papers then. Now, having done science, not in psychology, of course, in evolutionary biology, and having read and refereed a lot of papers in ecology and evolutionary biology, I can tell you from first-person experience that there is, in fact, a lot of garbage out there that gets published in pretty much every field. One of the main reasons I'm interested in the parapsychology studies is because of what it tells us about the way we conduct science in general. If you're nearly convinced, just based on a priori, scientific theory that parapsychology is really, really unlikely to be true, then this is kind of a useful test case for science. Like if our standard scientific methods give us significant results in these cases, then that tells us there's something wrong with the way we're doing science, and that includes the way we do science in lots of other subfields that aren't parapsychology. Dans le même genre, voici ce qu'ont écrit les zététiciens Jean-Michel Abrassard et Michel Lurquin dans leur très bon livre Pour en finir avec le paranormal. Les recherches en parapsychologie sont à l'heure actuelle d'aussi bonne qualité que celles existant en psychologie. Sur base de ce constat, on peut soit accepter l'existence du psy, soit rejeter ses résultats à cause du manque de plausibilité antérieure, soit encore considérer que ces travaux démontrent en réalité qu'il y a des problèmes importants avec les méthodologies et les outils statistiques utilisés dans d'autres champs des sciences humaines.
Certains auteurs avancent ainsi que la parapsychologie est le groupe de contrôle de la science. L'idée est que si les parapsychologues prouvent avec les techniques habituelles de la psychologie que le psy existe, vu qu'il est impossible que ce soit réellement le cas, cela démontre que les méthodes utilisées sont fondamentalement problématiques. Sans entrer dans une longue discussion, il y a effectivement à l'heure actuelle une crise de la psychologie, portant d'un côté sur les difficultés de réplication et de l'autre sur la manière dont les statistiques sont réalisées, particulièrement l'usage de la valeur P. Je rajoute par ailleurs que de nombreuses critiques des sceptiques, à commencer d'ailleurs par celle de Massimo Pigliucci dans Rationally Speaking, me semblent insister de manière disproportionnée sur des failles mineures. En particulier, il me semble y avoir un énorme raisonnement motivé de nombreux sceptiques à vouloir trouver les failles de l'étude parce qu'ils pensent a priori que l'étude doit être fallacieuse, voire parfois parce qu'ils pensent que l'auteur de ces études est incompétent. Et d'ailleurs, ça a été totalement mon cas lorsque j'ai commencé à lire ces articles. Plus généralement, il semble y avoir un double standard dans la manière de juger différentes disciplines qui met bien en évidence la malléabilité de la méthode des scientifiques en pratique. Quand on veut vraiment être critique, quand on est motivé pour une raison X ou Y à être critique, on trouve souvent beaucoup plus de raisons de rejeter telle ou telle expérience scientifique. Et ça, bien sûr, c'est tout aussi valable pour les sceptiques que pour les croyants ou que pour les scientifiques. La malléabilité de la méthode scientifique permet le raisonnement motivé et une interprétation biaisée des résultats scientifiques motivés par des fins idéologiques. Bref, si malgré ces études vous doutez fortement de la parapsychologie, alors vous devriez sérieusement questionner la vérité de la plupart des publications scientifiques, et en particulier la confiance qu'on est justifié d'attribuer à la méthode scientifique, surtout si vous pensez que cette méthode scientifique contient des aspects usuellement non formalisés et donc fortement malléables. Et du coup, il semble devenu urgent de davantage réfléchir à comment faire de la meilleure science. Bon, alors, je ne vais quand même pas finir cet épisode sans défendre un peu le consensus scientifique en psychologie. En tout cas, avant les travaux de Bem, comme c'est d'ailleurs discuté dans l'article même de Bem, la plupart des psychologues rejetaient la parapsychologie. Et il y a de bonnes raisons à cela qui ont tout à voir avec des préjugés raisonnables. Comme le dit le proverbe bayésien, sans préjugés, aucune conclusion ne peut être tirée. L'argument le plus avancé est celui de la plausibilité physique. On a aujourd'hui une énorme crédence en notre compréhension de la physique et celle-ci semble complètement rejeter la possibilité d'une prémonition. Alors, ceci dit, ce n'est pas tout à fait vrai. En particulier, certaines interprétations de la mécanique quantique laissent potentiellement encore entrouverte la possibilité de bizarreries quantiques, typiquement à base d'intrication et de non-localité. Deux remarques à ce sujet. Le premier, c'est qu'il s'agit en fait d'un argument valide. En effet, si le monde était purement newtonien, ma crédence en la parapsychologie serait bien plus faible que sachant les bizarreries quantiques. L'argument quantique augmente ma crédence en la parapsychologie. Néanmoins, l'argument quantique est beaucoup plus une potentialité dans certaines versions de la mécanique quantique, et même en supposant la mécanique quantique vraie, de ce que je comprends de la mécanique quantique, la prémonition demeure néanmoins extrêmement improbable. Pas complètement improbable, mais extrêmement improbable tout de même. Bref, sachant ce que l'on sait de la physique et en particulier de la mécanique quantique, la probabilité de l'existence d'une prémonition est en fait extrêmement faible. Ceci dit, ce n'est pas la raison principale pour laquelle la prémonition ne me semble vraiment pas crédible aujourd'hui. L'argument que je trouve le plus convaincant est celui qualifié d'argument économique par XKCD. Aujourd'hui, dans un monde capitaliste, il y a des incentives énormes à exploiter toute faculté prédictive supérieure à celles qui sont déjà exploitées. En particulier, la prémonition semble un moyen extrêmement efficace de faire de l'argent, par exemple en pariant sur les cours de la bourse. Vu les incentives économiques, dans un monde où il existe une prémonition juste à 53% au lieu de 50%, il me semblerait improbable que les pontes de la finance se fassent massivement remplacer par des algorithmes. D'autant que de nombreuses études suggèrent très fortement que les traders de la finance sont en fait très loin de disposer de facultés prédictives au-delà du hasard. Si aujourd'hui j'assigne si peu de crédence en la prémonition, ça vient en fait essentiellement de cet argument économique. Et ce, malgré les publications scientifiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, mes crédences sur le paranormal vont à l'encontre de ce qui a été obtenu par la méthode scientifique et en particulier à l'encontre des tests randomisés en double aveugle et des tests statistiques classiques. En particulier, là, très clairement, mes crédences en l'absence de phénomènes parapsychologiques n'est absolument pas comparable à la p-value obtenue par la méta-analyse, à savoir 0,00000001%.
À cause des préjugés fondés sur la plausibilité physique et l'argument économique, ma crédence en l'absence de phénomènes parapsychologiques est bien plus de l'ordre de 99,99999%. Voilà qui devrait donner tout son sens au proverbe bayésien qui dit que la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Avant de revenir aux questions de la vidéo précédente, j'en profite pour recommander cet excellent article sur le fait de raisonner de façon bayésienne par rapport à ce genre de cas. Alors l'analyse n'est pas entièrement bayésienne, mais elle nous montre vraiment comment doit raisonner un bayésien par rapport à ce genre de nouvelles données. Et notamment, les données vont vraiment modifier ce que pense le bayésien. Et c'est vraiment cette modification des crédences qui est vraiment le truc important lorsqu'on analyse des données, bien plus que toutes sortes de notions comme les p-values et les tailles d'effets. En tout cas dans un cadre bayésien. La dernière fois, j'avais présenté 5 énormes travers de la méthode scientifique par réfutation de façon assez générale, et FH fait la remarque qu'en pratique en science, il y a un côté pragmatique et notamment une intuition scientifique qui est utilisée par les scientifiques et qui fait que les principes qui sont souvent présentés de la méthode scientifique telle qu'elle devrait être effectuée ne correspondent absolument pas à la méthode des scientifiques en pratique. Et en effet, ce pragmatisme et cette intuition scientifique sont vraiment des objets critiques pour la manière dont les scientifiques raisonnent en pratique et donc sur la méthode des scientifiques. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils sont désirables, loin de là. Il y a clairement des aspects de cela qui sont désirables et qui font que possiblement les croyances des scientifiques sont plus valables encore que les publications des scientifiques, en tout cas dans certains cas. Mais de façon générale, cette utilisation de pragmatisme et d'intuition scientifique est aussi extrêmement malléable. Et du coup, quand les scientifiques ont des raisonnements motivés, c'est-à-dire quand ils veulent obtenir certains résultats plutôt que d'autres, que ce soit pour des raisons de corruption, comme ce fut le cas par exemple de Fisher avec l'industrie du tabac, ou des raisons de faire avancer sa propre carrière, comme c'est le cas dans le climat publish or perish, ou encore pour des raisons idéologiques, parce que les scientifiques sont des humains et souvent ont quand même des préférences politiques qui peuvent du coup déborder sur la recherche. À chaque fois qu'il y a ces différents facteurs, le fait d'utiliser l'intuition scientifique et surtout de ne jamais vraiment la formaliser est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la validité de ce qui sera conclu, car permettre l'utilisation de choses qui ne sont pas formalisées rend la méthode des scientifiques en pratique beaucoup plus malléable et du coup permet aux scientifiques d'en arriver beaucoup plus aux conclusions auxquelles ils souhaiteraient arriver. Et de façon très pernicieuse, cet effet peut être conscient mais peut également être très largement inconscient, et c'est là que c'est très important de faire davantage attention à l'intuition scientifique qui est utilisée en pratique et à cette fameuse malléabilité. Guillaume Limousin, lui, fait le parallèle entre finalement la méthode scientifique ou l'analyse de données de façon générale et l'apprentissage non supervisé en intelligence artificielle qui finalement correspond également à de l'analyse de données. Et en effet, dans les deux cas, finalement, c'est finalement pas mal le même problème et d'une certaine manière, le bayésianisme est une solution aux deux problèmes à la fois. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous fera encore réfléchir sur la méthode scientifique. La prochaine fois, on va continuer avec une autre vidéo encore qui cherchera à vous motiver encore un peu plus à réfléchir à comment réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Et du coup, là, c'est pas l'observation qui réfute la théorie, mais la théorie qui réfute l'observation. Ouais, on pourrait dire ça, mais c'est surtout une drôle de façon de parler. En fait, tout ce vocabulaire de la réfutation ou de la contradiction est assez déplacé. C'est pertinent pour des sciences formelles comme les mathématiques ou la logique, on peut réfuter une conjecture mathématique par exemple. Mais pour les sciences expérimentales, les observations font plutôt quelque chose comme augmenter ou diminuer la crédibilité de telle ou telle hypothèse ou théorie. Si l'on me parle comme ça d'une observation qui contredit la théorie de la relativité restreinte, théorie à laquelle j'accorde pour l'instant une crédibilité extrêmement haute, cela va diminuer certes très légèrement cette crédibilité que je lui accorde, mais cela diminuera bien davantage la crédibilité de toutes les hypothèses qui entourent cette observation dont on parle. C'est bien que l'on peut dire que la théorie me donne des raisons de douter de la crédibilité de l'observation, bien davantage que cette observation ne me donne de raisons de douter de la crédibilité de la théorie. Ouais. C'est plus subtil et complexe à énoncer, mais ça me paraît plus juste. What people tend to forget is that what that significance level tells you is the probability of getting your data, data as extreme as yours or more extreme, if the null hypothesis of no effect were actually true. Right. But what we're interested in is the probability of the hypothesis being true. That's right. And so we have to weigh the chance that we would have, just by chance gotten results this extreme against our prior probability, the prior belief that we have about the hypothesis being true. Right. So if it's really unlikely that the hypothesis is true, then the chance that we would have, if there were a 5% chance of getting results, just as extreme as ours by chance, then, maybe that's actually more likely than our hypothesis.